Alors, on l'a vu, dans une base de données SQL Server, eh bien, on va voir apparaître des tables. Ces tables, eh bien, on va pouvoir structurer les informations présentes dans ces tables à l'aide des contraintes d'intégrité, les contraintes de clé primaire, de clé étrangère, mais également les contraintes de validation, c'est-à-dire de type check. Ces contraintes de type check, eh bien, permettent de vérifier un certain élément, mais pas forcément, eh bien, des règles de gestion un petit peu plus complexes. Et pour ces règles de gestion un petit peu plus complexes, eh bien, on va créer ce que l'on nomme des déclencheurs ou triggers de base de données. En fait, ce sont des ensembles d'instructions Transact SQL, donc on pourrait dire c'est une procédure stockée qui va s'exécuter automatiquement car elle va être associée à une table, mais également à une instruction insert, update ou delete. Alors qu'est-ce qui se passe quand on envoie une instruction insert, update ou delete, c'est-à-dire une instruction qui va aller modifier l'information présente dans les tables? Eh bien, la première chose que fait SQL Server, c'est bien sûr de vérifier les fameuses contraintes d'intégrité. Est-ce que le jeu de données que l'on souhaite ajouter, modifier, supprimer respecte les contraintes d'intégrité? Si ça ne respecte pas les contraintes d'intégrité, c'est même pas la peine, on va pas vérifier plus loin, on arrête et on fait remonter une erreur auprès de l'utilisateur. Si au contraire, eh bien, les contraintes d'intégrité sont satisfaites, à partir de ce moment-là, on va pouvoir exécuter le ou les déclencheurs, donc par exemple le déclencheur associé à l'instruction insert. Ce déclencheur, qui est un ensemble d'instructions Transact SQL, eh bien, peut se terminer soit en échec, auquel cas on a une remontée d'exception à l'aide de l'instruction raise-error. Il y a une exception qui va être remontée et donc on va avoir un échec du déclencheur. Pour l'utilisateur, ça va être perçu comme un échec de l'instruction insert s'il exécute insert ou update ou delete. Au contraire, le déclencheur eh bien, peut faire ses contrôles, vérifier que tout est OK et si tout est OK, eh bien permettre l'ajout de l'information dans la table. On voit donc que le déclencheur, eh bien, c'est un ensemble d'instructions Transact SQL qu'on ne va pas pouvoir déclencher quand on le souhaite, mais qui va être déclenché automatiquement lorsqu'on exécute une instruction insert, update ou delete. Alors, regardons d'un petit peu plus près comment est-ce qu'on peut mettre en place ce type de déclencheur, eh bien, directement sur une table et grâce aux instructions Transact SQL. Le premier exemple, eh bien, correspond donc à un trigger. On regarde un petit peu la fenêtre pour le visualiser complètement. Correspond à un trigger, on va le nommer update underscore command, qui va être défini sur la table des commandes, donc on command, et c'est un trigger after update, c'est-à-dire qu'elle s'exécute après la mise à jour du bloc. On voit également eh bien, que l'instruction if permet de conditionner finalement l'exécution de ce bloc en disant attention, eh bien, ce bloc va être exécuté uniquement s'il y a une mise à jour sur l'état de la commande. Derrière, on fait un certain nombre de vérifications, on va donc exécuter ce trigger est maintenant créé et défini directement dans la base de données. Et donc à chaque fois qu'on va tenter de mettre à jour une commande, eh bien on va exécuter ce trigger de base de données. Alors bien sûr, il est possible de définir plusieurs triggers sur une même table. C'est ce que l'on va faire, par exemple, en définissant un autre trigger sur la table des commandes, qui est un trigger after insert. Cette fois-ci, c'est après avoir ajouté une commande. Et bien après avoir ajouté une commande, on va mettre à jour la date de commande, si jamais on a des problèmes dessus. Donc au passage, on voit que dans ce trigger, on fait appel à la table inserted. La table inserted correspond à l'ensemble des valeurs nouvellement insérées. En effet, on est dans l'insertion de la ligne. Donc les valeurs que l'utilisateur tente d'insérer ne sont pas encore présentes réellement dans la table, et pourtant il faut être capable de travailler avec. Donc elle se retrouve dans une table qui possède la même structure que la table des commandes, puisque ici c'est un trigger sur la table des commandes, et cette table se nomme inserted. Si au contraire on tentait de supprimer une ligne, eh bien cette table se nommerait deleted. Et puis dans le cas d'un update, eh bien on a également la table inserted pour la nouvelle version de la ligne et deleted pour l'ancienne version de la ligne. À noter également, une instruction insert peut rajouter plusieurs lignes d'information en une seule fois, d'accord? Un update peut porter sur plusieurs lignes, un delete peut porter sur plusieurs lignes, et donc, dans le trigger, eh bien, on doit gérer cette possible multiplicité d'informations. Donc, bien faire attention à toujours travailler avec un curseur qui va parcourir la table inserted ou deleted et traiter les lignes une par une. En effet, lorsqu'il y a un insert de déclencher, eh bien, le trigger est exécuté une fois, même si 10 ou 20 lignes sont modifiées. Ce qui est plus surprenant, eh bien, c'est que SQL Server nous donne la possibilité de créer plusieurs triggers associés à la même table et à la même instruction. Ici, on va donc définir un second trigger sur la table des commandes et toujours après l'insertion. Donc c'est pratique
parce qu'on va pouvoir comme ça définir des triggers très simples à mettre en place, simples à mettre au point, mais par contre il va falloir régler l'ordre d'exécution. Alors avant même de régler l'ordre d'exécution, on va se renseigner pour aller bien vérifier que ces triggers sont correctement définis sur la table des commandes à l'aide de la procédure stockée SP-help-trigger, voilà, qui va nous permettre de lister tous les triggers présents sur la table des commandes. On voit qu'on a un trigger qui se nomme update_command, qui est associé au isUpdate et isAfter. On a la même chose en ligne 2 pour un CDE-date qui est un trigger en isInsert et after, c'est-à-dire après vérification des contrats d'intégrité, et INS-CDE-to qui est également en insert et également after. On voit qu'on peut définir des triggers en instead of. Ce sont des triggers qui peuvent être définis sur des vues, et c'est une particularité de SQL Server, définir des triggers sur des vues, qui vont être capables de capturer l'instruction insert, update ou delete pour aller générer la bonne instruction insert, update ou delete dans les tables sous-jacentes. Donc ici, on voit bien grâce à la procédure stockée SP_help-trigger, qu'on dispose de 3 déclencheurs définis sur la table des commandes, dont 2 associés à l'instruction insert. Donc pour régler l'ordre d'exécution de ces triggers, on va faire appel à la procédure stockée SP-set_trigger_order. On peut définir le premier et le dernier. Si on a plus de 2 triggers, on peut définir le premier et le dernier. Après, au milieu, on ne peut pas définir l'ordre d'exécution. Mais ça permet déjà de régler un certain nombre de cas. Donc, on va définir l'ordre d'exécution pour les 2 triggers associés à l'instruction insert. Et maintenant, on sait que lorsque l'on insère une valeur dans la table de commande, on commence par vérifier les contrats d'intégrité, puis on va exécuter le trigger INS_CDE_to, puis on va exécuter le trigger INS_CDE_date, puis la ligne va réellement être insérée dans la table et le retour va être fait auprès de l'utilisateur.